Bonjour et bienvenue à la série Le Quai de Sainte-Anne au fil du temps. Le Quai de Sainte-Anne est situé près d'un cours d'eau très important, le fleuve Saint-Laurent. Et le fleuve n'est pas toujours facile à naviguer, surtout du côté nord de l'île d'Orléans. Comme insulaire, j'ai eu contact avec le fleuve. J'étais en contact avec le fleuve dès l'enfance. On avait des chaloupes. Nos premiers voyages au long cours, c'était de traverser à Beaumont, à Arran, puis on en revenait. Puis ensuite, j'ai toujours été en contact avec le fleuve. Je me suis inscrit à l'Institut maritime en 1971. J'ai fait 3 ans en sciences nautiques. Puis ensuite, j'ai commencé à naviguer au long cours. Puis ensuite, j'ai navigué à la garde côtière durant 25 ans. Ça fait que là, j'ai appris beaucoup le balisage du fleuve avec toutes les marées. Moi, je suis à la base guide d'aventure. Donc ici, sur l'île d'Orléans, on offre des activités de kayak de mer. Et tout ce qui est bateau, c'est un petit peu complémentaire à nos activités, que ce soit aussi bien pour découvrir le fleuve parce qu'on peut aller un petit peu plus loin, et aussi c'est une autre clientèle là, qui n'est pas forcément très active, mais qui veut quand même faire une activité de découverte. Donc les croisières en bateau, là, c'est l'idéal ici dans la région. Vous êtes d'une famille de conducteurs de goélettes. Vous, votre père, votre frère, vous avez commencé à être sur les goélettes vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'ai commencé sur les goélettes. J'embarquais sur le bateau chez nous. J'avais 10 ans. Puis, avec les gars, là, tu sais, un mois par année durant les vacances. Et puis là, je me promenais avec eux autres, là, on montait à Montréal, parce que mon père, lui, naviguait de la Gaspésie à aller à Montréal. On avait des contrats de bois. On montait du bois, puis on descendait de marchandises en Gaspésie. Le côté nord de l'île, quel souvenir tu conserves de ce côté-là, au niveau de la navigation? Du côté nord de l'île, c'est une navigation, il faut naviguer avec prudence, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. À marée basse, il y a des places qui ont 3 mètres, 5 mètres d'eau. Ça fait que mieux vaut naviguer avec la marée montante pour être plus sécuritaire. Mais il y a beaucoup de bancs de sable. Le chenal est très étroit. Ça fait que aujourd'hui même, la garde côtière garde le chenal, entretient encore le chenal avec des bouées puis des enlignements. Là. Y a-t-il beaucoup de courant du côté nord de l'île d'Orléans? Du côté nord, le courant il est plus fort là, en bas de Sainte-Famille. Là. Comme vous voyez, l'hiver, là, le pont de glace, la glace, ça ne se forme pas l'hiver en bas de Sainte-Famille. Là. Il y a plus de courant. Là. Mais d'ici, ici, là, du côté de Saint-Laurent et de Saint-Pétronée, il y a beaucoup de courant. Comme à Saint-Pétronée, tu peux avoir du baissant, là, tu peux avoir des courants de 4 à 5 nœuds. Là. Aussi à Saint-François, là, entre les îles, là, quand ils vendent, il y a l'effet d'entonnoir, là, le vent s'amplifie. Comme on voit aux nouvelles, là, ils disent tout le temps qu'à Saint-François, il a vanté tant de kilomètres. Ça fait que, oui. C'était difficile de naviguer du côté nord, plus du côté nord que du côté sud de l'île. Est-ce que je peux penser ça? Bien, il faut tout le temps naviguer avec prudence. Oui. Là. Mais c'est certain qu'avec un gros tirant d'eau, tu ne vas pas naviguer sur le côté de Saint-Anne-de-Beaupré. Vers Saint-Anne-de-Beaupré. Quelles sont les qualités particulières que ça demande pour naviguer sur le Saint-Laurent, tout le tour de l'île d'Orléans? Bien, le Saint-Laurent, ici, là, dans la région de Québec, là, c'est quand même une zone assez difficile à naviguer pour n'importe quel type de bateau, là, parce qu'on a des fortes marées. On a comme 5-6 mètres là, de marée là, 2 fois par jour. Donc, ça crée des changements de niveau d'eau, des courants, des roches qui se découvrent, des bancs de sable. Plus le vent qui se rajoute à ça, plus le trafic maritime. Donc c'est quand même une zone pas facile
à naviguer. Et on est content maintenant, là, de nos jours, d'avoir nos outils électroniques là, sur notre bateau, là. Mais du côté nord de l'île particulièrement, est-ce que c'est plus difficile de naviguer du côté, par exemple, de Sainte-Anne-de-Beaupré par rapport à l'autre côté? Oui, oui, vraiment, là, c'est pas mal plus difficile parce que le passage, disons, il est beaucoup plus rétréci. Et à des profondeurs, on est entre, à certains endroits, de 2 mètres à 8 mètres de profondeur, là, à marée basse. Là. Donc, comparé au côté sud, où on est entre 15 et 30 mètres, là, que là, on ne se soucie pas vraiment de ce qu'il y a sous nous. Mais l'autre côté, il faut faire attention. Des bancs de sable aussi, beaucoup. De la roche dans l'eau. Donc, souvent, on y va un petit peu plus tranquille. Et à chaque fois que j'y passe, là, je pense aux premières personnes où, il y a 100 ans, quand ils naviguaient sur place, là, et que ça devait être quelque chose, là. À marée haute, du côté nord de l'île d'Orléans, vers le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, le fleuve, il y a combien de profondeur? Là, tu parlais de marée basse. Oui, oui, oui. Là, c'est un peu plus profond. Là. On est une dizaine de mètres, 10-12 mètres à certains endroits. Donc, c'est quand même plus facile, là. C'est ça que la navigation ici, côté sud, côté nord, il faut vraiment prendre en compte la marée avec nous, là. Je vais vous parler maintenant de la navigation sur le fleuve entre Beaupré puis Bois-Châtel, donc la partie nord du côté de l'île. Ça, c'est un coin que vous avez navigué. C'est ça. Est-ce qu'il y avait une particularité? Parce que je pense que c'est peu profond. Il fallait que vous soyez attentif. C'est ça. C'est parce que du côté nord, il y a seulement qu'un chenal et il y avait des bouées, des phares là, flottants. Et puis, il y avait des ranges là, qu'il fallait prendre pour aller différentes, parce que c'est un couloir assez sinueux. Mais dans les années 50, 60, là, il y avait de l'eau. Il y avait un peu plus d'eau là-bas. Mais quand ils ont fait les battures de Beauport, là, les courants, ils ont emmené le sable du côté nord. Ça a bouché le Chenaille. Il y a moins d'eau, il y a des grosses roches, et puis, va-t'en tranquillement, parce que tu peux pas passer là. Parce que moi, je me rappelle, là, dans les années 50, là, tu pouvais... ils montaient des 5-6 000 tonnes, des bateaux, 5-6 000 tonnes, qui montaient par le côté nord, ils passaient en dessous du pont de l'île d'Orléans. Puis, mais ça, les bateaux, les goualettes qui montaient là, du côté nord, ça, c'est des goualettes qui allaient à Languelot ou qui allaient à Château-Richer. Et puis les autres, ils voulaient éviter le courant. Parce que du côté nord, il y a moins de courant que du côté sud. Ah. Le côté sud, le fleuve est plus large, il est plus profond, il y a plus de courant. Fait que les gars, bien souvent, le monde, puis en plus de ça, il y en a beaucoup qui s'en venaient à Beaupré, au moulin de Beaupré, puis ils allaient prendre du chargement à Québec ou ailleurs, et puis ils passaient par là. C'était plus facile de passer, comme vous dites. Pour eux autres, c'était plus facile. Puis c'était des gars, écoute bien, pas jeunes comme moi, c'était des plus vieux, puis ils connaissaient plus le Chenaille, tu sais. On a passé, nous autres, quelques fois, mais c'était plutôt du côté sud qu'on passait. Il y a de l'eau, puis c'est large, le Chenaille est large. Le fleuve, en tant que tel, on le sait, là, puis c'est Oui. pas pour rien, dans le fond, qu'on a une association des pilotes du Saint-Laurent, puis qui prennent la relève des grands bateaux qui viennent nous voir sur les trafics maritimes en termes des grands cargos, qui a une relève de pilotes. C'est parce que c'est un chenal qui est particulier et qui est dur à naviguer. Il est étroit par endroits, plus large à d'autres endroits, plus profond, moins profond. Tous ces aspects-là font en sorte qu'il est difficile à naviguer. En fait, il faut bien le connaître. Alors, il y a de la technologie qui assiste évidemment les pilotes, les capitaines, mais à cela, tous ces enjeux-là, que je dirais des défis dont doit tenir compte le capitaine, bien à ça, on ajoute les intempéries. Oui. Alors, les fortes pluies, des grands vents, l'hiver, la glace. Nous, ça nous concerne moins parce qu'on opère plus l'été, mais les autres, évidemment, les personnels navigants doivent tenir compte des glaces. Un autre aspect qu'on doit tenir compte, je vous dirais un défi pour nos capitaines, l'été, ça a l'air drôle, là, mais c'est les plaisanciers.
Ah, Tous les plaisanciers ne prennent pas conscience qu'un grand navire, c'est difficile à arrêter. Ça ne s'arrête pas comme une voiture avec des freins, hein? non. Alors, de tenir compte de la réglementation, il faut faire attention à ça. C'est bien, bien important aussi. Imaginons-nous au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire entre 1875, c'est la construction du quai de Sainte-Anne, c'est à peu près vers 1870-1875. 1950, entre cette période-là, qu'est-ce qu'on voit naviguer du côté nord de l'île d'Orléans? Bon. Premièrement, il y avait des goélettes. Il y avait deux sortes de goélettes. Il y avait des goélettes à quilles. Ça, les goélettes à quilles, il y avait le désavantage. Quand ils s'échouaient, bien, ils prenaient une gîte. Puis c'était dangereux, puis ils pouvaient s'abîmer sur une roche, quelque chose. Ça fait qu'ensuite, il y a eu la goélette à fond plat. Elle était plus sécuritaire. Ça fait que la goélette à fond plat mesurait environ de 60 pieds à 100 pieds. Puis l'avantage, c'est qu'à marée basse, elle s'échouait. Elle avait un bon échouage. Puis on pouvait la charger. Il pouvait y avoir des chevaux. Puis il a chargé à marée basse. Il chargeait le matériel à marée basse. Puis à marée haute, elle repartait. Ça fait que c'est la goélette à fond plat, ça. Ça, c'est la goélette à fond plat, c'était la goélette la plus populaire du côté nord de l'île d'Orléans. Oui, ça, c'est la goélette, là, avant, comme les goélettes qu'on construisait ici au chantier maritime, là, ici, Oui. en 1956, ils ont bâti une, la Georges Hébert, là, c'était une goélette à fond plat. Ça fait qu'elle arrivait le long d'un quai, à marée basse, ils pouvaient la charger quand même, puis elle repartait, là. Il paraît que dans le temps, toujours entre 1875, l'année de construction du quai de Sainte-Anne, puis 1950, c'était une autoroute de navigation de ce côté-là du fleuve. Comment c'était? Comment on peut imaginer ça? Bien, c'était l'autoroute partout. Il y avait des quais partout. L'autoroute, là, c'était l'autoroute, c'est le fleuve. Ça fait que, comme à Sainte-Anne-de-Beaupré, bien, sur le fleuve, il y avait la petite goélette, la sloop qu'ils appelaient, là, avec un mât puis un foc. Ça, c'est une petite goélette là, de moins de 50 pieds. Ça fait que le dimanche, le gars partait, puis il pouvait aller voir sa belle-mère là, partir de Saint-François, puis s'en allait à Sainte-Famille. Là. Puis aussi, il y avait le bateau de M. Coulombe, Docteur Coulombe, ici, le Saint-Laurent Trader. Là. Il partait, là, on voit des photos, là, il y a plein de monde sur le pont principal, là, puis ça allait faire une neuvaine à Sainte-Anne. Puis il y avait le duc d'Orléans aussi. Le duc d'Orléans, il était amarré là, où ce qui est présentement le Louis-Joliette. Là. Il partait du quai Chouinard. Là. Puis il venait ici aussi à Saint-Pétronille. Le monde venait danser le samedi soir. Puis il repartait. Puis dimanche, bien, il repartait. Puis il allait à la confesse à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le duc d'Orléans, dans le fond, à l'époque, il offrait des croisières guidées à Québec même, mais il avait un départ journalier à Sainte-Anne-de-Beaupré. Les pèlerins se rassemblaient et tenaient à venir voir la basilique. Alors, un départ par jour sur le duc d'Orléans. Et en 1977, le navire, le duc d'Orléans, a changé finalement, a été remisé, et c'est le Louis Joliette qui a repris ça en force à l'époque pour offrir ce service-là. Il y a eu par la suite des du recadrage de marché puis de potentiel. Alors, il y a eu une pause qui a été prise après ça pendant plusieurs années là, du côté de notre compagnie. Le duc d'Orléans, lui, il faisait quel trajet exactement? Dans le temps, c'était entre 1948 et 1978. Oui. Il faisait quel trajet? Je pense qu'il se rendait plus loin que... Bien, le duc d'Orléans est venu par la suite, là. Mais quel trajet au juste? Bien, en fait, à ma connaissance, il partait du quai Riviera à Québec. C'était le port d'attache à ce moment-là. Et il longeait toute la section, évidemment, de la baie de Beauport, les chutes Montmorency. Vous allez, évidemment, ensuite prendre le chenal nord, finalement, la partie nord du fleuve. Et vous avez, dans le fond, la partie nord de l'île à votre droite. Et vous avez la côte de Beaupré tout le long pour vous amener jusqu'ici à l'ancien quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un peu une des raisons aussi qui a fait qu'il y a eu moins de navires pendant quelques années parce que le quai avait besoin de beaucoup d'amour. Tu voyais aussi, tu m'as parlé que tu voyais souvent un bateau passer près du côté nord de l'île d'Orléans. Peux-tu nous en parler? C'est quel bateau tu voyais passer? Ça, c'était le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, il passait 2 fois par jour, en tout cas à Saint-Pierre, là, parce qu'il descendait à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis il passait à 10 heures. On savait à quelle heure qu'il était, là, il passait à 10 heures, puis il remontait vers 3 heures.
Puis le soir, le duc d'Orléans, il venait ici, parce qu'il y avait une passerelle ici, sur le quai de Saint-Pétronille. Il venait ici. Ouais. Puis il venait de Québec, là, puis il venait ici. Puis le monde allait à l'hôtel, puis il y avait un orchestre. Le quai de Sainte-Anne n'est pas le seul quai qui longe le Saint-Laurent. D'autres quais se trouvent près du fleuve. En 1870, le gouvernement fédéral, après la Confédération qui vient d'être formée, se dit qu'il faut prendre en charge le transport maritime parce que c'est sous-développé, ça nuit au développement du pays et à son économie. Donc, on va se mettre à investir massivement dans les quais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits, on appelle ça le quai du gouvernement. Château-Richer, c'est le nom, le quai du gouvernement, parce qu'il date de cette époque-là. Il a été construit comme ça. Donc, il faut s'imaginer que pendant une période de 20-30 ans, il va y avoir des investissements majeurs. Ici, sur la côte de Beaupré, vous avez le quai de Sainte-Anne qui apparaît. À Château-Richer, vous allez avoir jusqu'à 7-8 quais qui vont être construits. Vous en avez un à l'Ange-Gardien, à Bois-Châtel. À Sainte-Famille, en face de nous, en face de Sainte-Anne, il va en avoir un autre. Donc, là, il faut s'imaginer qu'on se met à avoir beaucoup plus d'embarcations qu'autrefois. Le tonnage a grossi. Dans les années 1880, la plupart des bateaux à vapeur qui venaient à Sainte-Anne-de-Beaupré pouvaient transporter environ, on peut dire, 350, presque 400 personnes. Et dans le Courrier du Canada, dans les années 1887, il y a quelqu'un qui dénonce la situation. On est rendu où on voit qu'à Québec, on embarque le double des passagers permis par la loi sur les bateaux. Donc, si vous êtes à 300-400, ça veut dire, imaginez, il y a 700 à 800 personnes. Donc, ça devient une surenchère. Tout est bon pour emmener le plus de gens puis faire le plus d'argent. Et arrive une journée en 1887 où on a 2 bateaux à vapeur qui sont attachés un à l'autre. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a un qui remorque l'autre, donc on sauve sur le carburant, on sauve sur l'équipage. Donc, c'est beaucoup plus économique. On est en train de tirer environ 1600 personnes sur ces 2 bateaux-là. Et le capitaine qui conduit ces 2 navires-là décide qui ne respecte pas la loi maritime et il va faire une manœuvre de dépassement d'un autre vapeur dans le sens contraire de la navigation. Donc, ils vont presque avoir une collision. Ça va être évité de justesse parce que le capitaine de l'autre bateau, qui s'appelait le Montmagny, va avoir la présence d'esprit d'arrêter ses machines. Mais on a frôlé la catastrophe. Donc, vous imaginez, il y avait 2400 personnes environ qui auraient pu se retrouver dans une tragédie ici sur le fleuve Saint-Laurent en face de Sainte-Anne-de-Beaupré. On parlait aussi des quais. Il y a eu une époque, toujours au 19e et au 20e siècle, là, il y avait des quais partout. Il y en avait où exactement, des quais? Bien, comme ici, là, à l'île d'Orléans, il y avait Saint-François, Saint-Laurent. Toutes les paroisses avaient le quai. Du côté de l'Ange-Gardien, puis de l'île aussi, là, il y avait Saint-Pierre, il y avait Sainte-Famille. De l'autre côté, il y avait Château-Richer, il y avait l'Ange-Gardien, il y avait une briquerie. Là, ça fait que, il y avait bien sûr le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré qui était là. Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est certain. C'est ça. Ça fait qu'il y avait un quai aussi au pied de la chute Montmorency, là, avant que la Dominion textile, là, il y avait un monsieur Hall là, qui opérait un gros moulin à scie. Là. Il y avait beaucoup de planches à transporter, ça fait que des cloualettes pouvaient s'amarrer là, à marée basse. Tu parlais du quai de Sainte-Famille. Est-ce que, à ta connaissance, il y avait des relations qui se faisaient entre le quai de Sainte-Anne et le quai de Sainte-Famille? Les communications entre le nord de l'île d'Orléans et la côte de Beaupré, c'était constant à toutes les époques. On l'a perdu de nos jours avec l'automobile parce que c'est un gros détour se rendre là. Mais autrefois, en traversant le fleuve, c'était juste en face. Donc, tous ces quais-là vont être en relation. Il va y avoir des communications, des transports qui vont se faire. Souvent, il y a des services qui n'ont pas à l'île d'Orléans. Ils vont prendre le bateau, ils vont venir à Sainte-Anne-de-Beaupré ou à Château-Richer. On peut vraiment imaginer ces 3 villes-là comme s'il y avait une espèce de triangle de circulation qui les liait. Puis, dès 1870, il y a une liaison régulière, quotidienne, par bateau-vapeur entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré. Et sûrement qu'il y avait des arrêts, des escales de temps en temps. On va aussi ouvrir une autre connexion vers Montmagny. Donc, on pense souvent les liens Québec
Mais il y en avait aussi avec tout ce qui était l'estuaire du Saint-Laurent, puis plus le Bas-Saint-Laurent, puis la côte du Sud. Puis des autres quais comme celui de Saint-Laurent, je pense qu'il y avait une activité particulière aussi qui se passait. Saint-Laurent, on est allé beaucoup aussi. Il y avait la pêche à l'éperlan, là. C'est bien populaire, ça. Fallait que tu gardes ta place. Fallait que tu réserves ta place là, pour pêcher à l'éperlan. Puis là, il y a eu la marina par la suite, là. Fait que, il y avait de l'activité sur ce quai-là aussi. Puis il y avait les croisières AML, c'est ça? La Chance, La Chance, qui fait plusieurs années qu'ils partaient de là. Fait que c'était aussi populaire. Lise, on se retrouve à Château-Richer pour parler avec toi de l'industrie maritime qu'on retrouvait à Château-Richer. J'aimerais peut-être regarder avec toi le moment, on peut dire, important. On parle des années 1840 à 1930, qui était vraiment le moment où il y avait plus d'industrie. On pouvait parler qu'une trentaine de familles étaient reliées à tout ça en tant que tel, grosso modo. C'était une industrie importante pour les résidents à l'époque? C'est une industrie importante parce que si on parle de 1830, c'est la grande époque des chantiers. Donc, il y avait l'industrie du bois et l'industrie de la pierre qui était très importante à Château-Richer. Et l'industrie maritime est arrivée un petit peu avant quand même avec le fleuve puis le début de la colonie. Le début de la colonie, c'est sûr que tout se transportait par le fleuve. Donc, le Séminaire de Québec avait déjà engagé des navigateurs pour transporter le bois et la pierre, mais dans les années 1800, c'est là que ça a été un apogée. Donc, il y avait beaucoup de familles qui avaient des navigateurs dans leur famille. Il y avait aussi des charpentiers qui construisaient les goélettes. Il y avait deux types de goélettes, goélettes à quai, goélettes à fond plat. Donc, à une certaine période, je pense que chaque famille de Château-Richer travaillait de près ou de loin à l'industrie maritime. Et plusieurs noms de familles sont encore présents aujourd'hui. Ils ont un intérêt pour l'industrie maritime. Et avec Québec tout près, comme tu dis, il y avait déjà un va-et-vient important pour différents matériaux, le bois, et comme tu disais aussi, les carrières qu'on retrouve à Château-Richer en bonne quantité, c'est un lieu important de Le bois, la pierre, ça a construit énormément de constructions justement dans la ville de Québec, ville de Lévis, mais il y a aussi les produits de la ferme qui étaient transportés vers Québec pour nourrir toute la colonie puis tous les gens qui habitaient Québec. Au total, est-ce que tu as un nombre grosso modo de combien de goélettes ont pu être construites ici dans les différents chantiers de Château-Richer? Monsieur Terrien, Armand Terrien, qui a travaillé longtemps au Séminaire de Québec, a fait un inventaire justement des goélettes. Lui, c'était sa passion aussi là, de l'industrie maritime et surtout les goélettes. Et il a inventorié une soixantaine de goélettes qui ont été construites là, sur les chantiers de Château-Richer. Donc, ça devait être quand même un endroit important à l'époque. 60, ça en fait quand même beaucoup. C'est 60 goélettes, peut-être sur on va dire une cinquantaine d'années qui ont été construites, oui. Donc, c'était, comme disait, un secteur important de l'industrie. Oui. Est-ce que tu en as certaines dans ces goélettes qui sont plus connues que d'autres par rapport à ce que tu as eu comme information? On entend souvent la Alma, la Beaupré. Il y en a une qui s'est appelée la Château-Richer. Ah! Tout simple. Il y avait la Marianne. C'est sûr qu'il y avait des noms. C'est soit aussi des noms qui étaient... En fait, le nom de la goélette était le nom du navigateur ou du constructeur, ou c'était des noms qui avaient un lien avec la religion aussi. Donc, la Sainte-Anne, ça, c'est des noms qui appartenaient des fois, là, qu'on donnait en fait, Saint-Georges, Saint-Joseph, qu'on donnait à ces goélettes-là. Au niveau de la navigation, bien sûr, il y avait les glaces. Donc, le gros moment de l'année, est-ce qu'on commençait en avril ou c'est un petit peu plus tard qu'on commençait à naviguer ici sur le fleuve à ce moment-là? Ce qu'on a dans les livres, c'est qu'on parle, ça pouvait commencer vers le mois de mai et se terminait vers la Toussaint. La Toussaint, vers le mois de novembre. Et des quais à Château-Richer, bien, il y en avait jusqu'à une certaine période, il y en a déjà eu jusqu'à 9. Ah oui? Oui. Est-ce que ces quais-là, puis même pour amener ces
ces voies que tu Les appelais routes justement marines. les routes marines, est-ce qu'on se rapprochait d'une rivière, parce qu'il y a quand même plusieurs rivières ici à Château-Richer, ou c'était pas nécessairement près d'une rivière qu'on amenait les routes marines? Les routes marines, on en avait une, si je les situe, on en avait une où il y a maintenant la rue Dick. OK. On en avait une entre l'hôtel de ville et l'épicerie. Il y a une épicerie dans le village, il y en avait une là. Et il y en avait une un peu plus loin qui était dans le coin là, du Vieux-Couvent. OK, donc c'était pas nécessairement Non. près d'une rivière qu'on avait Non, les placé. gens amenaient souvent leurs marchandises, en fait, soit en carriole ou c'était plus terrestre. Et les quais, même chose, c'était pas nécessairement... On se rapprochait du fleuve, mais c'était pas nécessairement près d'une rivière. C'était l'endroit... C'était le plus C'est vraiment facile le d'accès à ce fleuve, moment-là. Oui. On les situe à peu près, les 9, dans un coin précis à Château-Richer, ou c'était tout le long de Château-Richer qu'on pouvait en trouver? C'était assez concentré sur notre portion village, je dirais, là. Peut-être à partir de la station, la rue de la Station, jusqu'à rue Lemoine à peu près, là. OK, donc ça, c'était vraiment où elle était concentrée. C'était la plupart. concentré. Il en reste seulement qu'un maintenant. Oui. C'est le quai Gravel, qui a dû être sûrement un quai important, parce que comme tu dis, près de la rue Dick, qui était une rue, qui était pas une voie maritime, mais qui était une route marine. Oui. Donc, ça devait être un endroit important. C'est le quai du gouvernement. Comme plusieurs municipalités ont des quais du gouvernement, donc nous, le nôtre, c'était celui-là. Puis dans les années, si je me souviens bien, c'est les années 50 ou 60, le conseil a décidé d'acquérir ce quai-là pour que ça devienne un quai qui appartienne à la municipalité. Et en 2001, ce quai-là a été renommé le quai Gravel, en l'honneur de toutes les familles Gravel qui ont eu les carrières de pierre. Il y a plusieurs familles à Château-Richer qui ont eu des carrières de pierre, mais les familles Gravel ont été importantes dans cette industrie-là. Et aussi parce que, en l'honneur aussi de François Gravel, qui a été secrétaire trésorier pour la municipalité pendant au moins 25 ans, sinon plus. Donc, il était là, il me semble, M. Gravel, à l'inauguration. Fait que c'est un peu pourquoi le nom de quai Gravel. J'espère que l'émission vous a plu. On se revoit la semaine prochaine.